Les éco-délégués du collège Marcel Pagnol vous présentent un film sur le plastique. Donnons la parole à Jamie qui nous présente le 7e continent. Les chiffres ont de quoi donner le vertige. Selon les estimations, il y aurait 300 millions de tonnes de plastique dans les océans. Principalement des flacons, des bouchons de bouteilles, des sacs plastiques, des mégots de cigarettes, des fibres synthétiques, des morceaux de polystyrène. D'où viennent tous ces déchets? À 80% des continents. Drainés par les pluies, emportés par le vent, acheminés par les cours d'eau, chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Là, ils sont entraînés par les courants marins. À cause de la rotation de la Terre, ces derniers ne se déplacent pas en ligne droite. Ils s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord, dans le sens inverse, dans l'hémisphère sud. Ils forment alors d'immenses vortex qu'on appelle des gyres océaniques dans lesquels vont s'accumuler les déchets. Alors on entend souvent parler de 7e continent. Le terme est un peu trompeur. Déjà parce que, comme vous le voyez, il existe plusieurs zones d'accumulation. La plus grande se situant dans le Pacifique Nord. Elle s'étend sur près de 3 millions de kilomètres carrés, 6 fois la superficie de la France. Et puis, l'appellation continent laisse à penser que l'on pourrait marcher dessus. Or, cette pollution est avant tout invisible. Elle est essentiellement constituée d'une myriade de petits fragments, des microplastiques d'un diamètre inférieur à 5 mm qui sont en suspension depuis la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur. Problème, les mammifères marins, les tortues et les oiseaux les confondent avec le plancton et les autres crustacés. Ils les consomment et ces déchets obstruent leur système digestif. Sébastien Hollande des Échos s'interroge. Vraiment fantastique le plastique? Plutôt dramatique pour les océans. Vous pensiez vraiment que le plastique était fantastique? Pour les océans, il serait plutôt dramatique. L'île d'Henderson, située au milieu du Pacifique, non loin du plus gros vortex de plastique au monde, reflète bien ce phénomène. Selon le Royal Society for the Protection of the Birds, on y recense 671 morceaux de plastique par mètre carré, soit 17 tonnes de déchets. L'île de 31 km² posséderait même la densité la plus élevée de détritus de la planète, alors qu'elle est inhabitée et loin de tout. Plus proche de chez nous, et pourtant la mer Méditerranée est loin d'être épargnée. D'après un rapport du WWF, si la mer Méditerranée ne représente qu'1% des eaux mondiales, on y trouve 7% des microplastiques totaux des mers et océans. Un microplastique mesure moins de 5 mm et est invisible à l'œil nu. Ces petites particules, fruits de la désintégration des bouteilles, briquets et autres déchets, irradient les océans et finissent dans nos assiettes. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi des microplastiques dans leurs estomacs. Et que dire des coquillages, très prisés des Français? Un consommateur moyen pourrait ingérer jusqu'à 11 000 morceaux de microplastiques par an, rien qu'avec des moules ou des huîtres. Difficile pourtant d'en mesurer l'impact, ces particules sont tellement infimes que la recherche sur le sujet est encore très limitée. Mais en fait, d'où viennent ces déchets? Une grande partie de la pollution plastique provient des fleuves qui se versent dans la mer. Ainsi, le vortex de déchets du Pacifique, qu'on surnomme le 7e continent, est composé à 90% de déchets nourris par 10 fleuves, 8 asiatiques et 2 africains. Et si ça continue comme ça, selon la fondation Ellen MacArthur, en 2050, il y aura plus de déchets que de poissons en volume dans nos océans. Anna Moreau et Simon Lehmann du Monde nous présentent tout le plastique que nous produisons. Commençons par un petit rappel. Vous le savez certainement, mais ça va mieux en le disant, le plastique n'est pas biodégradable. En effet, la plupart des plastiques sont issus des hydrocarbures. Mélangés à d'autres molécules et substances chimiques, on peut lui donner à peu près n'importe quelle forme et résistance.
Le hic, c'est que contrairement à ces fruits qui finiront par disparaître en quelques semaines sous l'action des micro-organismes, ce sac de course, ce briquet ou cette carte bleue, eux, sont là pour longtemps. Très longtemps. Et même s'ils finissent un jour par se décomposer, ils ne disparaissent jamais complètement et leurs microparticules polluent l'environnement. Aujourd'hui, il existe 3 manières de traiter le plastique. La plus utilisée consiste à empiler les déchets dans un coin, ça s'appelle les décharges et 40% de nos déchets plastiques y sont stockés. Les décharges sont censées être très réglementées dans la plupart des pays développés car elles doivent pouvoir contenir les fuites de polluants. Mais dans beaucoup de régions du monde, elles ne sont qu'une montagne de déchets à ciel ouvert, ce qui conduit à la pollution des écosystèmes. Et puis il y a les décharges sauvages et les déchets laissés dans la nature, par-ci par-là. Mine de rien, c'est 1/3 des emballages plastiques que nous produisons qui passent au travers des mailles des filières de retraitement. Portés par le vent, les ruisseaux, les fleuves, ce sont eux que l'on retrouve dans les océans. Ils forment ce qu'on appelle des continents de déchets et posent alors de nombreux problèmes graves pour les écosystèmes marins. Ainsi, plus de 70% de nos emballages plastiques sont soit stockés, soit jetés dans la nature. Qu'en est-il des 30% restants ? Eh bien, la deuxième solution pour traiter le plastique, c'est la destruction thermique. Actuellement, 14% des déchets plastiques sont incinérés. Ça permet de réduire considérablement la masse de déchets et en même temps de produire de l'énergie par combustion. Le problème, c'est que ça génère des émissions de polluants atmosphériques qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé. Et puis à la sortie, il reste tout de même 30% du volume de départ. Des résidus solides, appelés mâches-fer. Hautement toxiques, ils doivent être entreposés dans des sites de stockage de déchets dangereux, autrement dit, des décharges. Et enfin, il y a le recyclage. Cela concerne la catégorie des thermoplastiques, c'est-à-dire des plastiques qui peuvent être modifiés par chauffage et refroidissement successifs de façon réversible. Après avoir été collectés, ils sont compressés, broyés, lavés, régénérés en granulés, et voilà, une matière première prête à un nouvel usage. La solution du recyclage semble donc idéale, mais sur les 78 millions de tonnes d'emballages plastiques produits chaque année dans le monde, seulement 14% sont triés et 10% sont véritablement recyclés. Et enfin, seuls 2% seront recyclés plus d'une fois. Si le taux de recyclage est si faible, c'est parce que le tri sélectif n'existe pas partout dans le monde. Et même là où il a été mis en place, la pratique n'est pas encore très claire pour tout le monde. Et le pot de yaourt, c'est dans quelle poubelle déjà? Et la boîte de conserve? Et le sachet du fromage? En plus, la matière recyclée n'est pas forcément compétitive face au plastique neuf, encore très peu coûteux. Autre problème, au fil des recyclages, ces plastiques sont moins performants et donc pas recyclables à l'infini. Problématique, comment éviter l'utilisation excessive du plastique? Les produits plastiques à usage unique comme les couverts, assiettes, coton-tiges, gobelets ou les pailles, avec le matériel de pêche, sont responsables de 70% des déchets marins en Europe. Attention, vidéo choquante. Okay, I'm filming. You can go for it, Mr. Surgeon. She's going to be so happy. A big booger. Oh, careful. No, ese es, no podemos la ver ahora. Oh, man. Show me, please. Depuis la diffusion de cette vidéo, les appels au boycott contre les pailles en plastique se multiplient un peu partout sur la planète. Certains pays ont déjà interdit les pailles en plastique, et l'État de Californie songe même à adopter une loi punissant de 6 mois de prison les serveurs offrant une paille à leurs clients. Globalement, le problème des objets plastiques jetables est pris très au sérieux, autant par l'ONU, qui évalue le coût des dommages sur l'écosystème marin à 8 milliards de dollars par an, que par la Commission européenne ou le gouvernement français. Dès 2020, les couverts, gobelets et assiettes en plastique seront bannis en France. Bruxelles ambitionne d'interdire l'ensemble des produits plastiques à usage unique à l'horizon 2022. Ces mesures ne suffiront bien sûr pas, mais de nombreuses innovations sont essayées aux 4 coins du globe. Immense barrière flottante destinée à nettoyer les vortex de déchets sans gêner la vie aquatique. Mise à l'eau septembre prochain dans le Pacifique Nord. Objectif, nettoyer 50% du gisement, soit 70 000 tonnes de déchets en 10 ans. Aspirateur aquatique à déchets, ce conteneur qui se maintient à la surface de l'eau est équipé d'un sac en fibre naturelle et fonctionne sur le même principe qu'un écumeur de piscine. Déjà commercialisé dans les ports uniquement.
L'objectif est de nettoyer 1,5 kg de déchets par jour et par conteneur. Et des navires comme le Plastic Odyssey qui carbure aux déchets plastiques, le projet Manta d'Yves Bourgnon, ce quadrimaran équipé d'un long peigne pour récupérer les microplastiques qui échappent au filtre. Derrière ce constat amer, existent donc des motifs d'espoir pour pouvoir continuer à contempler la beauté de la nature et de ce qui compose nos océans. Parmi les autres solutions que nous avions également pensé à changer les manches en plastique des cotons-tiges, rasoirs et autres brosses à dents par du bambou, et également à changer les récipients en plastique qui servent habituellement pour les liquides tels que l'eau et le jus de fruits, pour des récipients en verre consignés. Des pistes d'alternatives émergent régulièrement, comme le plastique à base d'algues, d'amidon de pommes de terre ou de crevettes. Une bactérie mangeuse de plastique a même été récemment découverte. Mais pour l'instant, rien ne peut pallier notre appétit pour le plastique à base d'hydrocarbures. Si nous continuons au même rythme, des chercheurs ont calculé que nous doublerons le volume que nous avons sur les bras d'ici à 2050. Le magasin Carré Bio nous propose des solutions contre le plastique. Dans certains magasins, ils vous proposent d'acheter des produits en vrac. Pour cela, très simple, on prend ici un sachet, mais vous pouvez également apporter votre propre récipient, qui peut être donc réutilisé à l'infini. Et ensuite, vous allez pouvoir vous servir en différents produits que vous voulez consommer. Donc par exemple, des pâtes, différents types de pâtes que vous pouvez prendre grâce à ce petit dispositif. Donc on prend la quantité que l'on veut. Différents types de graines, du riz, des arachides, des fruits secs, des pistaches. On peut également éviter d'utiliser on peut également prendre des biscuits en vrac. Et on peut même également prendre des bonbons qui vous évitent de vous acheter des sachets plastiques dans certains supermarchés. Voilà. Donc là, c'est l'une des premières solutions que propose ce magasin pour éviter d'utiliser du plastique. Bien, dans les supermarchés ou autres magasins où il y a des fruits et légumes, on vous propose toujours de prendre un sachet plastique pour pouvoir mettre vos fruits et vos légumes. Ici, c'est un peu plus écologique. On vous propose d'utiliser la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire des sachets en papier craft qui sont recyclables et qui permettent donc de prendre vos fruits et vos légumes sans utiliser de plastique. Malheureusement, les sachets sont quelquefois trop petits. Comme par exemple, si je veux prendre une magnifique salade qui est là-bas. À ce moment-là, si le fruit ou le légume sont trop importants, vous le prenez avec la main, plutôt qu'utiliser un sachet plastique qui est inutile. Voilà une deuxième solution. Madame Glass nous propose sa solution pour éviter le plastique, notamment faire son adoucissant et sa lessive. Afin de réduire la consommation de plastique, pour ma part, je fabrique de la lessive maison ainsi que de l'adoucissant. Vous allez avoir une démonstration de fabrication d'adoucissant par Clara et Alicia. Les filles, vous prenez donc la bouteille en verre dans lequel vous avez préalablement pesé 600 g d'eau. Puis vous placez l'entonnoir au-dessus de la bouteille et vous allez verser 30 g de bicarbonate de soude. Ne touche pas la bouteille. Voilà. Encore un tout petit peu. C'est bon. Vous allez remettre la tare à 0, les filles. Okay. Nous allons maintenant verser 300 g de vinaigre d'alcool, mais nous allons le verser extrêmement doucement de manière à ne pas avoir une réaction chimique trop importante. Tu peux y aller plus. Vas-y. Tu peux y aller.
Ça remonte dans l'entonnoir? Oui. On va attendre un peu. Et ensuite, les filles, vous allez placer 30 gouttes d'huile essentielle de lavande, mais on peut utiliser n'importe quelle huile essentielle. Il s'agit simplement de parfumer l'adoucissant. Et c'est parfait. Votre adoucissant est maintenant prêt, mais il ne faut pas fermer la bouteille tout de suite de manière à ce que le gaz s'évapore. Vous pourrez utiliser votre adoucissant. Pour conclure, il faudrait changer nos habitudes. Il faudrait bannir le plastique et opter pour des solutions plus écologiques et durables.